Une intervention d'Emmanuel Macron en direct pour le Shangri-La Dialogue et puis on débriefera juste après. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine pour développer. On l'écoute. Tout d'abord, je tiens à remercier le Premier ministre de Singapour. Merci pour son hospitalité et pour son engagement envers le partenariat stratégique avec la France. Et merci également de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole au Shangri-La Dialogue afin de parler des affaires de sécurité en Asie et au-delà. J'ai reçu cette invitation de votre prédécesseur en 2018, cher Lawrence. Et je dois vous avouer une chose ce soir, c'est que je ne sais pas si j'ai dû procrastiner. J'aurais adoré venir en 2019 pour parler de tous ces sujets. Ceci étant, je me trouve face à vous ce soir et je vais partager avec vous quelques convictions. Tout d'abord, j'aimerais vous dire pourquoi je suis aussi engagé envers cette région. Pourquoi la France a quelque chose à offrir et quelque chose à dire. Souvent, on l'oublie, mais la France est un acteur dans l'Indo-Pacifique. Nous avons des territoires d'outre-mer dans la région, l'île de la Réunion, Mayotte, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et d'autres territoires. Plus d'1 million d'habitants français vivent dans cette région. Nous avons plus de 8000 soldats qui sont déployés de manière permanente dans nos bases. Nous avons des bases permanentes dans la région avec quelques partenaires et nous avons déployé beaucoup d'exercices communs ces dernières années aux côtés de beaucoup de pays, y compris ici récemment avec nos porte-avions. En parallèle, évidemment, nous sommes un pays européen. Et je vais, à plusieurs reprises, parler de cette nouvelle relation que l'on doit considérer entre l'Europe et l'Indo-Pacifique, et l'Union européenne et l'ASEAN. Une chose est claire, nous sommes confrontés à de nombreuses crises. Et cela doit nous encourager à coopérer davantage et à essayer d'inventer de nouvelles formes de coopération également. Pour commencer, j'aimerais vous expliquer un concept qui me tient à cœur. Nous devons faire montre de prudence lorsqu'il est question de deux poids, deux mesures. Deuxièmement, je vais parler des intérêts communs dans l'autonomie stratégique entre l'Europe et l'Asie. Et je vais également partager avec vous quelques piliers clés de ce nouveau partenariat qui unit l'Europe et l'Asie. Mais tout d'abord, permettez-moi de commencer en parlant de l'importance de ne pas accepter les deux poids, deux mesures. Nous vivons dans un monde de crises plurielles. Et le risque est de ne s'intéresser qu'aux crises à notre frontière et d'oublier nos principes et d'oublier le fait que toutes ces crises, toutes ces guerres, tous ces conflits sont interconnectés. Je tiens à vous féliciter, vous, Lawrence et votre prédécesseur. Lorsque la guerre en Ukraine n'a jamais été perçue comme une guerre simplement européenne. Dès le début, vous avez été face à vos responsabilités et vous avez pris la parole. Mais soyons clairs, il y a un risque d'avoir une deux poids, deux mesures, notamment en Ukraine, pour beaucoup de pays, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, même ici. J'entends très souvent des personnes dire que la Russie et l'Ukraine ont un conflit qui ne concerne que l'Europe et que l'on a tendance à passer trop de temps, à faire trop d'efforts, à se concentrer sur ce qu'il y a en Ukraine. Je tiens à vous dire que c'est une grave erreur. Pourquoi? Eh bien, si l'on considère que la Russie
pourrait être autorisé à s'emparer d'une partie du territoire ukrainien sans aucune restriction, sans aucune limite, sans aucune réaction de l'ordre international. Eh bien, que diriez-vous s'il se passait quelque chose à Taïwan? Qu'allez-vous faire lorsque quelque chose se passera aux Philippines? Il n'y a pas plusieurs ordres internationaux, par nature. Si l'on s'en tient à ces principes, cela se vérifie en Europe et ailleurs. Alors ce qui est en jeu, ce qui se joue en Ukraine, c'est notre crédibilité commune. Et nous devons nous assurer que nous sommes toujours en mesure de préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté des peuples. Pas deux poids, deux mesures. En parallèle, j'entends d'autres personnes dans la région, en Afrique, en Amérique latine, dans le Golfe. J'entends des personnes parler de deux poids, deux mesures à Gaza. Il y a beaucoup d'Américains et d'Européens qui, en définitive, donnent carte blanche à Israël. C'est un grave risque. C'est un grand risque. Voilà pourquoi nous avons condamné l'attaque terroriste du Hamas. Nous travaillons dur avec des partenaires clés et j'aimerais les remercier aujourd'hui. Nous avons travaillé pour la libération des otages jusqu'au dernier. Nous soutenons toutes les initiatives qui sont lancées pour avoir un cessez-le-feu et je remercie les efforts qui sont consentis par les États-Unis d'Amérique, l'Égypte, la Jordanie, le Qatar qui œuvrent en ce sens. Mais nous sommes convaincus qu'il est important d'avoir un cessez-le-feu. L'urgence, c'est une réponse humanitaire et nous devons travailler avec acharnement pour que l'État palestinien soit reconnu et qu'il y ait une reconnaissance mutuelle afin de bâtir une forte architecture de sécurité dans la région. Et je pourrais revenir sur ce point pendant une session de questions-réponses, mais il s'agit du seul moyen. C'est le seul moyen de ne pas laisser la parole, de ne pas laisser les gens dire que nous avons deux poids, deux mesures. Si l'on donne carte blanche à Israël, même si on condamne les attaques terroristes, nous minons notre crédibilité face au reste du monde. Voilà pourquoi nous rejetons les deux poids, deux mesures. Et voilà pourquoi je pense qu'il est très important dans l'environnement actuel d'être cohérent. Et nous devons appliquer et suivre nos principes, nos règles et considérer que ce qui est en jeu, c'est l'ordre international. Ce qui est en jeu, ce qui se joue, c'est notre crédibilité pour protéger cet ordre international. Ceci étant, je pense que ce risque de deux poids, deux mesures pourrait nous faire abandonner notre programme de durabilité et de santé. Cela surprendra beaucoup de personnes lorsque je m'adresse à des ministres de la Défense, mais tout est lié. Très récemment, nous avons vu que la pandémie pouvait avoir des impacts sur la sécurité et changer la face du monde. Quoi qu'il en soit, c'est deux poids, deux mesures. Si nous, en tant que pays riche, nous arrêtons d'investir dans le développement durable, dans la lutte contre le changement climatique, dans la protection de la biodiversité, dans notre planète, car c'est un nouveau nexus, cela pourrait créer de nouvelles crises, cela pourrait créer de nouvelles crises de sécurité et cela mine notre crédibilité par rapport au Sud. C'est le meilleur moyen de diviser ce monde. Voilà pourquoi je pense qu'il est important de rejeter les deux poids, deux mesures. Mais cela ne veut pas dire tout interdire. Mais très clairement, cela nécessite de notre part d'être très cohérent dans notre approche. Et j'insiste sur ce point, car je suis convaincu que le risque principal aujourd'hui, c'est un risque de division du monde, une division entre les deux superpuissances. Et les instructions données aux autres étant, vous devez choisir. Ainsi, nous tuerions l'ordre international et nous détruirions toutes les institutions que nous avons créées après la Deuxième Guerre mondiale pour préserver la paix et pour avoir de la coopération en matière de santé, de climat, de droits humains, etc. Et nous avons besoin de ces institutions aujourd'hui plus que jamais probablement. Voilà pourquoi je pense que le principal défi est de préserver la paix, la stabilité et la prospérité dans cet environnement actuel. Et à l'heure où la concurrence entre la Chine et les États-Unis pour le leadership mondial crée des tensions et ont des impacts sur nous tous, sans que nous soyons
en mesure ou sans que nous voulions choisir un de ces camps. Et je tiens à être clair, la France est un ami, est un allié des États-Unis. La France est un ami et nous coopérons, bien que nous ne soyons pas toujours d'accord, avec la Chine. Et je tiens à ce que cela reste comme cela, avec fidélité. Et nous allons défendre nos propres intérêts, mais la France est très attachée à ce qui est essentiel pour l'autonomie stratégique, la liberté, la souveraineté, et nous défendons cette approche pour l'Europe et pour l'Indo-Pacifique. Cela signifie que nous souhaitons coopérer. Mais nous ne souhaitons pas être dépendants. Nous souhaitons coopérer, mais nous ne souhaitons pas avoir à appliquer ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Et nous ne voulons pas dépendre de la décision d'une seule personne. Cet engagement français fait partie d'un engagement de long terme. Nous souhaitons être cohérents et respecter ce qu'a dit le général de Gaulle en 1966 à Phnom Penh. Cela reste la boussole de la France et nous allons continuer à être à agir pour la paix et l'équilibre. Je suis convaincu que l'Europe et l'Asie, et j'en viens à mon deuxième point, je suis convaincu que nos deux régions ont des intérêts communs. Aujourd'hui, des intérêts communs à suivre cette ligne d'autonomie stratégique. Tout d'abord, nous sommes confrontés au même défi. Le défi des pays révisionnistes qui souhaitent imposer une sorte de sphère d'influence et des sphères de coercition. Des pays qui souhaitent contrôler certains domaines en Europe jusqu'aux archipels de la mer de Chine méridionale, qui souhaitent totalement violer le droit international. Des pays qui souhaitent s'approprier des ressources, qu'elles soient de pêche ou des minéraux, et s'en servir pour leurs avantages. Des pays qui souhaitent imposer leur choix en matière de politique étrangère à d'autres pays. Il n'y aura pas de sphère de coercition. Nous disons non. Deuxièmement, il y a le défi lié au terrorisme. Nous avons été frappés dans nos différents continents. On l'a vu dans ce continent récemment. Il y a également de plus en plus de pays qui utilisent la force, comme nous l'avons vu très récemment également. Troisièmement, nous vivons à une époque d'une potentielle érosion des alliances de long terme. La crédibilité est menacée. Les alliances apportent un équilibre. Et ces alliances ont été essentielles pour apporter stabilité en Europe et en Asie. Ces alliances, montrer que ces alliances ne sont pas immuables est un risque. La crédibilité des alliances est très importante pour la stabilité. Quatrièmement, il y a un grand risque de prolifération nucléaire aujourd'hui. Voilà pourquoi la situation en Iran est si critique. Et voilà pourquoi nous considérons concrètement que les travaux qui sont faits par les États-Unis d'Amérique en Iran sont particulièrement importants. Voilà pourquoi l'E3 est un partenaire de choix pour éviter la prolifération nucléaire en Iran. Cela pourrait déclencher une prolifération et un effet domino. Mais soyons clairs, la situation est très difficile également en Europe. L'Ukraine, un pays qui a renoncé en 91, a renoncé à l'arbre nucléaire. J'imagine qu'il repense à cette décision. Nous voyons des déploiements d'arsenal nucléaire. Nous voyons un membre permanent du Conseil de sécurité qui est censé agir de manière responsable. Nous voyons bien que certains pays se sentent menacés.
En Europe, en Asie, comment les pays de taille intérimaire confrontés à des nations agressives peuvent s'assurer qu'ils n'auront pas à se rendre ou à vivre dans la peur? Mais une chose est certaine, ces défis se ressemblent, mais ces défis sont de plus en plus interconnectés. Interconnectés car lorsque l'on se penche sur la situation, ces dernières années, je n'ai pas voulu que l'OTAN ait un rôle en Asie. Car pour moi, le N, c'est le Nord, l'Atlantique Nord. Et je ne pense pas que... Je ne souhaitais pas que nous participions à une rivalité. Mais vous voyez, la Corée du Nord, présente aux côtés de la Russie, dans notre continent, c'est une menace pour nous tous. Voilà pourquoi si la Chine ne souhaite pas que l'OTAN s'implique en Asie du Sud-Est, eh bien, il devrait éviter que la Corée du Nord s'implique dans ces conflits. Par ailleurs, nous voyons la France et les pays de l'ASEAN qui sont confrontés à des difficultés liées à la technologie. Nos défis sont interconnectés car nous sommes confrontés aux mêmes réalités, que nous parlions d'IA, d'espace. Il est important de passer à l'échelle et le premier continent à pouvoir avoir une technologie à l'échelle industrielle l'emportera, disons. Voilà pourquoi nous avons des partenariats assez importants dans ces domaines. Mais voilà comment nous sommes connectés, nous sommes ensemble dans ces défis. Par ailleurs, il y a la guerre cyber, la désinformation. Nous voyons qu'il y a des tentatives de destruction de notre démocratie. Parfois, on s'attaque même à notre intégrité territoriale. Tout cela se fait avec des objectifs géopolitiques. Et une chose est claire, nous le voyons ici et nous le voyons en Europe. C'est la même chose. De manière plus générale, nous devons nous assurer que nous nous armons et que nous équipons avec les outils de demain. Et soyons clairs, l'ASEAN et l'Europe sont impactés par l'imprévisibilité de cette nouvelle approche tarifaire et la fin de l'ordre basé sur le droit pour nos échanges commerciaux. C'est quelque chose qui va avoir un impact sur notre prospérité, notre capacité à financer notre défense. C'est quelque chose qui nécessitera bien plus de cohésion. Tous ces défis que je viens d'évoquer sont la parfaite illustration du fait que nous vivons à une époque où ce que nous devons faire, c'est relever ces défis et tenir compte du fait que les Européens et les Asiatiques sont bien plus connectés que nous le pensions. La question aujourd'hui est comment agir concrètement afin de déployer ce programme d'autonomie stratégique. C'est un défi pour l'Europe, pour cette région, c'est un défi pour le monde entier. En effet, c'est la seule manière de préserver la liberté, la prospérité et la sécurité. Commençons par l'Europe. Nous ne pouvons pas surestimer les impacts qu'ont eu l'agression de la Russie. Mais depuis des années, je demande plus d'indépendance, plus de souveraineté, plus d'autonomie stratégique pour l'Europe. Il y a eu quelques doutes pendant quelques années, mais en mars 2022, l'Union européenne a pris une décision claire. Un programme d'autonomie stratégique. Pour la défense, la sécurité, pour la technologie, pour l'industrie, pour l'énergie, nous avons décidé de réduire notre dépendance et dérisquer notre modèle. C'est absolument essentiel et critique dans l'environnement actuel. Et ces derniers mois, sur la base ou grâce aux travaux que nous avons réalisés avec le Premier ministre britannique, la coalition européenne et en coordination avec les représentants de l'Allemagne, de la Pologne et de l'Union européenne entière, nous avons développé cette coalition des volontaires.
Et le message était très clair. Nous allons travailler ensemble jusqu'à la fin afin d'offrir des garanties de sécurité aux Ukrainiens, afin de bâtir une paix durable dans cette région du monde et de réinvestir dans notre propre défense et notre propre sécurité, car la Russie restera une menace existentielle pour nous. Voilà la deuxième sonnette d'alarme après 2022. Et ce que nous avons fait, ce que nous faisons, c'est que nous passons à 3,5% du PIB nos dépenses pour la défense. Nous irons sûrement plus loin, plus vite, mais c'est la volonté des Européens que de développer leur indépendance pour la défense et la sécurité, ce qui est en ligne avec les demandes justes des États-Unis d'Amérique qui disent vous devriez assumer votre propre sécurité. Nous ne pouvons plus nous permettre financièrement de garantir votre sécurité. Un tiers des dépenses sur le flanc est de l'OTAN est assumé par les États-Unis. Il faut que les Européens fassent plus pour eux-mêmes. Mais en parallèle, nous avons besoin que les Européens soient bien plus indépendants, ce qui signifie bâtir leurs propres capacités, développer leur propre secteur et travailler avec les États-Unis, avec des partenaires dans la région, mais ne pas dépendre de qui que ce soit, en particulier pour notre sécurité. Voilà notre programme, le programme de l'autonomie stratégique. En parallèle, c'est ce que nous voulons pour l'IA, c'est ce que nous voulons pour la technologie, pour l'industrie. Nous souhaitons accroître notre autonomie stratégique. Cela demandera beaucoup d'investissement et bien évidemment, cela requerra également d'être bien plus compétitif en Europe. Voilà pourquoi je relie ces deux programmes. Il est essentiel d'accélérer le programme de compétitivité de l'Union européenne le plus vite possible, car c'est la seule manière de concrétiser le programme de sécurité et d'autonomie stratégique et de le rendre crédible. Nous devons également renforcer le marché unique, nous devons rationaliser nos réglementations, parfois en supprimer afin d'être plus attractifs, et nous devons accélérer nos capacités afin d'être en mesure d'avoir de nouveaux marchés uniques, notamment en finance, avec les unions de capitaux, être bien plus efficace en termes d'énergie également. Par ailleurs, nous souhaitons développer de nouveaux partenariats. Cela fait partie de cette autonomie stratégique. Et sur la base des évaluations entre l'ASEAN et l'Europe, nous voyons que nous avons des défis et des menaces communes. Eh bien, nous souhaitons travailler de manière plus active sur un programme commun. La France a présenté en 2018 une stratégie pour l'Indo-Pacifique sur la base de nos capacités à proposer une troisième voie. C'est-à-dire que vous avez peur, vous allez être préoccupé, vous êtes inquiet lorsqu'il est question des libertés, liberté de souveraineté, liberté de navigation, le respect de votre souveraineté, etc. Vous avez des préoccupations à juste titre. Mais vous ne souhaitez pas être confrontationnel avec la Chine, et nous partageons cette approche. Et la troisième voie que nous partageons avec bon nombre de pays présents dans cette salle est à la base de notre stratégie pour l'Indo-Pacifique. Comment préserver un environnement ouvert, un ordre basé sur le droit, dans la région. Et nous souhaitons être des partenaires fiables pour ce faire. C'est au cœur de l'accord bilatéral avec Singapour et avec d'autres pays de la région. Et c'est exactement ce que nous avons fait ces dernières années. Des exercices communs, des capacités communes, des programmes communs, etc., etc. Dérisqué, pas de confrontation, mais une autonomie stratégique claire dans la stratégie pour l'Indo-Pacifique. Et nous travaillons sur un nouvel examen stratégique et une nouvelle stratégie va être présentée dans les semaines à venir pour l'Indo-Pacifique. En parallèle, au niveau européen, nous avons rehaussé cette approche car il y a 4 ans, nous avons émis une stratégie UE Indo-Pacifique qui suit les mêmes lignes et qui est la meilleure illustration de nos engagements communs. Et très clairement, nous souhaitons aller plus loin, en particulier avec l'Inde, les pays de l'ASEAN et les membres du partenariat transpacifique. Pour moi, cette nouvelle approche est très importante et hier, j'en ai parlé avec le Premier ministre et avec plusieurs représentants.
Si nous nous associons, nous représenterons un tiers de la croissance mondiale, encore plus en termes d'échanges commerciaux. Nous avons beaucoup d'acteurs crédibles. Certains ont des capacités de dissuasion. Alors travaillons ensemble sur ce programme d'autonomie stratégique. Travaillons de manière ouverte, honnête, travaillons avec toutes les parties prenantes disponibles, mais travaillons étroitement sur la défense, la sécurité et les différentes composantes de notre chaîne de valeur afin de nous assurer que nous dérisquons notre modèle. Travaillons afin d'avoir une coopération commerciale, de nouveaux accords commerciaux. Si entre l'UE et les pays transpacifiques, nous avons un tel accord, eh bien ce serait très puissant pour le reste de la planète. Troisièmement, alors j'ai parlé de l'Europe, j'ai parlé de l'alliance entre l'Europe et cette région. Eh bien, que pouvons-nous faire ensemble? De nouveaux accords, de nouvelles coalitions, et nous pouvons avoir un nouvel ordre basé sur le droit. Il y a 70 ans, la conférence de Barnum a été pour beaucoup l'occasion de rejeter la logique des blocs et d'exprimer le désir de trouver sa propre voie. Le non-alignement n'est plus possible aujourd'hui, mais l'heure de la coalition est arrivée. Elle nécessite de la part de pays qu'ils mobilisent toutes les ressources possibles pour travailler ensemble. Nous devons faire preuve de cohérence lorsque d'autres essaient de jouer un double jeu. C'est mon appel aujourd'hui au Shangri-La Dialogue. Créons de nouvelles coalitions pour un commerce libre et ouvert, un dialogue ouvert pour dérisquer notre modèle, un environnement stable et de nouvelles coalitions pour stabiliser cet ordre ouvert basé sur le droit. Il faut réserver la souveraineté, les frontières, refuser la force comme moyen de refuser l'usage de la force pour dominer. Et j'ai l'impression d'écrire l'ADN de Singapour. Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin. Et nous pouvons évidemment inviter les États-Unis et la Chine à participer à cette approche, mais nous ne pouvons pas rester inactifs et dire « bon, bien, très bien, il n'y a plus d'OMC, que allons-nous faire face aux droits de douane ?» Nous ne sommes pas sûrs d'avoir des garanties avec cette alliance. Que faisons-nous? Eh bien, nous souhaitons agir, nous souhaitons préserver notre stabilité, notre paix, notre prospérité. Et donc, travaillons ensemble. Bâtissons une nouvelle alliance positive entre l'Europe et l'Asie, basée sur nos normes communes, nos principes communs, nos responsabilités partagées à garantir que nos pays ne sont pas des victimes collatérales des déséquilibres liés aux choix faits par les superpuissances. Notre réponse doit être de relancer nos efforts pour développer un commerce durable qui respecte les normes environnementales, sociales. Et pas à pas, l'Union européenne développe ce réseau de nouveaux accords régionaux. C'est ce que nous souhaitons faire avec les pays de l'ASEAN et du partenariat transpacifique. Je suis convaincu que sur la base d'une telle approche, il est possible de délivrer des résultats concrets et durables et crédibles. Et je suis convaincu que grâce à cette approche, nous serons en mesure de convaincre les autres de nous rejoindre, étant donné notre crédibilité et notre magnitude. Pour moi, c'est le contenu de l'autonomie stratégique que nous devons déployer en Europe. Et voilà donc pour ce discours prononcé par Emmanuel Macron, discours d'ouverture du Shangri-La Dialogue.